ça c'est bien lancé, on va commencer. Alors, conteneur logiciel d'application et Docker. On voit bien que j'ai mis deux parties dans le cours que j'ai fait. Il y a bien une partie conteneur logiciel d'application et Docker. Mhm. Alors, ça va être un peu Mhm. sur Docker, mais on va voir d'autres choses avant qui vont nous permettre de mieux comprendre tout le reste. Alors, voilà un petit sommaire, on va voir ce qu'on va voir ensemble. Oh. Salut, je sais pas qui est arrivé. Mhm. Salut, Bubu. Salut, salut. Ah, mais y a pas full là. Ouais, il n'y a pas Non, full, il n'y a pas full. Il n'y a pas full, c'est pas grave, Bah hein, oui, on va toi. faire ça s'il y a des gens qui nous y rejoignent a en que cours. des Thomas parce qu'on est DBG en fait. C'est bon. Ouais, tu sais Bah oui, quoi? enfin c'est C'est fait. dommage. On commence. C'est super dommage. Ouais, un peu, oui. Moi, j'enregistre, et puis celui qui veut, il viendra. Et voilà, hein, en vrai, je vais mettre ça sur YouTube ou sur Discord, puis voilà. Mais on commence, c'est juste, hein, t'inquiète, t'as rien loupé. Ok. Puis Joseph, je serai là s'il y a des gens. Hmm. Salut. Ouah, t'as mis 4 diamines en dessous. Ouais, j'ai mis, Classe. j'ai mis. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mette des noms. Bah oui, comme ça on ne vole pas ton truc. Non, non, Ouais, mais en pas du fait, tout, hein, pas du j'ai tout. l'impression Je de vais me le finir de mettre open manger, source. j'avais zappé aussi. Je vais le mettre open source le cours, donc au contraire, si les gens veulent le prendre, faut le prendre. Je vais essayer de le mettre open source, puis voilà. Bon, ben, ceux qui nous rejoignent en cours de route, ils nous rejoindront, sinon, c'est pas grave, ils regarderont la vidéo. Du coup, comme je disais à Thomas, juste avant que tu arrives, Thomas, sur le cours, il y aura deux parties. Il y aura une première partie conteneur logiciel d'application et une partie Docker. J'ai vraiment fait exprès de séparer les deux parce que c'est deux domaines un petit peu distincts. On parle souvent de Docker, mais on parle un petit peu moins de conteneurs, alors que les conteneurs, c'est ce qui compose Docker, on va le voir. Alors, j'ai fait un sommaire, donc sur le sommaire, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'un conteneur. Super important. Ensuite, qu'est-ce que Docker et pourquoi on va l'utiliser. Comment on va l'utiliser aussi, j'aurais pu écrire. Puis on va voir Docker Hub, on va voir ce que c'est, comment ça fonctionne. On va déployer ensuite un conteneur. Donc on va voir, enfin vous allez voir que la partie pratique, ça arrivera. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ça arrivera à ce Ouais, moment-là. ok. Voilà, avant cette partie-là, il n'y aura pas beaucoup de pratique, mais c'est pas grave. Ensuite, on va Pour voir en les Linux? commandes de Docker. Donc je vais rentrer dans les détails, mais pas trop non plus, parce qu'il il y a plein de commandes que tu retiens pas forcément. Tu vois, c'est comme sur les routeurs, on a les commandes lorsqu'on faisait les cours de réseau, mais quand tu connais pas, tu appuies sur Tab et tu appuies sur point d'interrogation et tu as la description, et puis voilà. Ensuite, je vais vous présenter une architecture type, enfin, même j'aurais pu mettre des S, donc des architectures type, présenter Docker Compose. Je vais vous montrer comment faire sa propre image et faire ses propres conteneurs. Et enfin, je vais ouvrir un petit peu plus à la fin avec Kubernetes et OpenShift, voir ce que c'est que Kubernetes et OpenShift. Alors, on commence avec qu'est-ce qu'un conteneur. Alors, pour comprendre ce qu'est un conteneur, on va déjà se poser la question qu'est-ce qu'un logiciel, qu'est-ce qu'une application. Une application est composée pour fonctionner, elle est composée de binaires, donc les fichiers sources qui ont été compilés. Il y a des librairies, que les librairies soient des librairies statiques ou dynamiques. Donc les librairies statiques, ça va être les fichiers .so, les librairies dynamiques, ça va être les DLL. Voilà. Mhm. Donc il y a les binaires et les librairies, et il y a aussi des fichiers de configuration, donc les config.ini ou des machins comme ça. Bref, tout ça, ça va permettre d'avoir une application qui va se lancer sur n'importe quel système d'exploitation. Et parfois, les binaires ne sont pas forcément installés au même endroit que les librairies. Parfois, une application va utiliser des librairies, des bibliothèques du système d'exploitation. Donc, on va avoir voilà, des applications installées un petit peu partout, des configurations installées un petit peu partout. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour fonctionner, une application, là j'ai écrit fonctionne, mais il y a déjà une erreur à la diapo 4, ça va être tourne sur un système d'exploitation. Donc, une application est installée sur un OS. Là, je vous apprends rien du tout. J'ai quand même mis des exemples. Sur Windows, on va commencer par là. Les applications, elles sont installées dans Program Files. Mais dans le dossier AppData, on va avoir toute la configuration. Dans le dossier User, on va par exemple avoir les fichiers persistants des applications. Enfin, dans User
avec votre nom derrière, on va peut-être avoir les fichiers persistants des applications. Dans Windows, le dossier Windows System32, on va retrouver des librairies système, des binaires système qui vont être utilisés par nos applications. Voilà. Sur Linux, c'est installé dans user, enfin slash user slash bin. Si vous allez dans slash, c'est pas user, c'est usr. Si vous allez dans slash usr slash bin, vous allez retrouver les binaires des applications que vous avez téléchargées. Et si vous allez dans slash usr slash lib, ben, vous allez retrouver les librairies. Et il y en a un petit peu partout, hein. Il n'y en a pas que dans user, et il n'y en a pas que dans... enfin, voilà, il n'y a pas que là. Mais en gros, on a bien plein de fichiers qui sont installés, qui sont un petit peu partout sur notre machine, sur notre système d'exploitation. Et à la fin, on a juste à cliquer sur un point .exe ou à lancer la commande, et on va réussir à exécuter notre application. Maintenant, on va appeler conteneur, en fait, une application avec toutes ses dépendances utiles. Donc on va vraiment isoler les binaires de l'application avec la configuration, avec les librairies, en un seul bloc, et on va appeler ça un conteneur. On parle aussi de cloisonnement. Voilà, ça permet d'isoler une application, ça permet de cloisonner une application. Déjà, est-ce que juste là, c'est clair? Ouais, c'est clair, ouais. Ok. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment récupérer toutes les librairies, et donc on va se retrouver avec une application qui va fonctionner indépendamment du système d'exploitation, mais qui va utiliser les fonctions qu'il va trouver sur le système d'exploitation. Donc en Mais gros, alors, du coup, c'est de la virtualisation d'applications ou c'est vraiment des vrais, enfin, c'est vraiment les vrais DLL, les vraies librairies et tout ça. c'est les vraies librairies, c'est les vraies librairies. En fait, D'accord. c'est une sorte de virtualisation, si on veut. C'est pas vraiment de la virtualisation parce que on va pas aller émuler, on va pas aller simuler des comportements que la machine aurait eu, on va pas aller attribuer comment on appelle ça, des attributs physiques en fait à l'application. Comme on va pas dire, cette application va prendre 3 Go de RAM par exemple ou des machins comme ça. Mais on va avoir une application avec toutes les librairies à l'intérieur. Donc toutes ces librairies à elle. Ou plutôt toutes les librairies qu'elle a besoin pour fonctionner. Tu vois. Donc, comment dire, il y a plein de choses que tu installes avec. Enfin, quand tu installes une application, il y a plein de librairies qui sont par exemple déjà installées sur ta machine. Ou bien des librairies qui sont partagées sur plusieurs applications. Tu vois. Un exemple que j'ai, c'est quand tu veux installer un jeu vidéo, par exemple. Souvent, il va te demander sur Windows si tu veux installer, par exemple, DirectX, Vulkan ou des machins comme ça. Et parfois, tu as des applications qui ont déjà installé DirectX avant. Du coup, Ouais, la ok, question je qu'on pourrait se comprends. poser, c'est est-ce que la nouvelle application que je vais installer va utiliser le DirectX qui est présent, ou bien est-ce qu'elle va, elle, installer un autre DirectX, ou bien est-ce qu'elle va, elle, venir avec un DirectX que seule elle va installer, seule elle va utiliser. En gros, avec le conteneur, c'est la dernière phrase que je viens de dire. Il va venir directement avec sa librairie à lui, de manière totalement isolée, que toutes les autres applications ne vont pas voir, et ça va être que des librairies utiles. C'est ce que j'ai écrit, je sais plus où je l'ai écrit, voilà. Que les dépendances utiles. Ok, je vois, ouais, je comprends, ok. Voilà. Donc là, on va avoir quelque chose qui va être totalement indépendant du système d'exploitation. Tu vois, tu vas plus avoir de DLL, enfin pardon, pas vraiment de DLL, mais tu vas plus avoir de librairie de ton système d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on considère que les librairies du système d'exploitation, c'est pas des librairies utiles, elles sont sur tous les systèmes d'exploitation. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Et on va avoir un moteur de conteneur. Là, c'est là que Docker va rentrer en jeu, qui va fournir un environnement d'exécution, un système de fichiers retenez un petit peu ça, hein, qui va retenir vraiment un environnement d'exécution et un système de fichiers à un conteneur. Donc en gros, l'environnement d'exécution, ça va être les fonctions de l'OS que le conteneur veut utiliser. Là, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que le conteneur ne va pas tourner sur un système d'exploitation, le conteneur va tourner sur un moteur de conteneur, en gros. Donc c'est un petit peu comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme une machine virtuelle. Une machine virtuelle, voilà, elle n'est pas installée
sur ton système d'exploitation. La machine virtuelle, elle est dans un virtualiseur, dans un hyperviseur, si tu utilises VirtualBox, Hyper-V ou on s'en fout, tu vois. Donc en gros, ouais, il y a quand même la partie qui ressemble à la virtualisation. Et ce qui ressemble le plus, c'est qu'on fait des abstractions. Donc la VM, la machine virtuelle, ça va être l'abstraction de la couche physique, et le conteneur, ça va être une abstraction de la couche applicative. Voilà, en gros. Ça va? C'est clair? C'est super clair, ouais. Nickel, nickel. Ouais, n'hésitez pas à me couper, hein, y a pas de... C'est comme un prof, hein, voilà. Voilà, alors maintenant je vais quand même vous présenter les avantages et les inconvénients des conteneurs par rapport à d'autres applications, par rapport à, on va dire, un système classique. C'est que, et par rapport même à une VM, c'est qu'un conteneur c'est beaucoup plus léger qu'une VM. Ça vous allez le voir, hein, je vais vous montrer vraiment la taille d'un conteneur par rapport à la taille d'une VM, vous allez voir c'est dérisoire. Pour une même application, hein, vraiment pour une même application. Pareil, c'est moins gourmand en ressources qu'une machine virtuelle. Beaucoup, beaucoup moins gourmand. Pareil, vous allez le voir. C'est plus rapide à se mettre en place. Un conteneur, ça me fait penser un petit peu à enfin, c'est une comparaison qui est très très hasardeuse, mais ça me fait penser un petit peu à Node.js par rapport à Java. Lorsque tu veux mettre en place un serveur Java, ton serveur il va se lancer en 3-4 secondes, alors que ton serveur en Node.js il va se lancer en 20 millisecondes. Et bien là avec un conteneur c'est pareil. Lorsque tu vas déployer une application conteneurisée, elle va se mettre en place beaucoup plus rapidement qu'une VM. Pourquoi? Parce que la VM elle va contenir plein de choses qui sont un petit peu inutiles pour ton application. Alors que le conteneur ne va contenir que les librairies, ne va contenir que les binaires, que ce qui va être important pour l'application que tu es en train d'utiliser. Aussi, les conteneurs sont des standalone. Donc les conteneurs fonctionnent voilà, tout seul. Il n'a pas forcément besoin de grand chose autour de lui. Une fois que tu as un conteneur, il va fonctionner un petit peu partout tout seul. Et comme je l'ai écrit en dessous, il fonctionne partout. C'est-à-dire que sur tous les OS, ton conteneur va fonctionner pareil. À partir du moment où il y a le même moteur de conteneur, le conteneur va fonctionner pareil partout. Donc ça, c'est un avantage par rapport à une application. Tu vois que lorsque tu utilises Windows, Linux ou Mac, tu vas te dire qu'il va te falloir trois applications différentes, trois codes sources différents, trois makefiles différents et compagnie pour une même application. Alors que là, avec un conteneur, ça va fonctionner partout. Donc il y a une très très forte portabilité. Voilà, c'est un point commun qu'on retrouve avec la JVM d'ailleurs. Un autre avantage, c'est qu'il y a tout au même endroit. Lorsque tu vas avoir un moteur de conteneur, tu vas avoir tous tes conteneurs qui vont être au même endroit. Ils vont toutes tourner sur le même moteur de conteneur. Tu vas pas avoir plein de VM avec sur chaque VM des applications différentes. Là, tous tes conteneurs vont être au même endroit. J'ai mis aussi que c'était très rapide à sauvegarder, à restaurer. Vous allez voir qu'on va faire de la persistance, on va lancer des conteneurs, on va en enlever, on va en sauvegarder, on va en télécharger, télécharger des images qui viennent de sites internet. Ça va être très très rapide et très pratique. Il y a des inconvénients quand même. Un des inconvénients, c'est qu'un conteneur est plus perméable, donc moins sécurisé qu'une VM. Une VM, c'est une architecture qui est totalement indépendante du système d'exploitation. C'est-à-dire que une VM, c'est un système d'exploitation qui est comme une prison. Il y a comme une prison autour de la VM. Avec le conteneur aussi. Mais vous allez voir que quand même un petit peu moins, parce que même si ça tourne sur un moteur de conteneur, et ce moteur de conteneur-là, il est sur un système d'exploitation. Donc on peut dire que c'est un peu moins sécurisé, mais dans la pratique, on va remarquer que non, c'est pas moins sécurisé, et que les failles de sécurité qu'on peut trouver à ces conteneurs-là, voilà, on peut très 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 facilement s'en prémunir. Ou en tout cas, ça va être les mêmes manières de s'en prémunir que pour des VM. Et un autre inconvénient, encore une fois, c'est qu'on a tout au même endroit. Donc là, je l'ai mis en avantage et je l'ai mis aussi en inconvénient, parce qu'il y a souvent des moments où on n'a pas envie d'avoir tout au même endroit. On aime bien faire des topologies un petit peu plus séparées. Donc là, c'est plus un inconvénient, on va dire, philosophique. Voilà.
Alors, j'avais quand même envie de faire une aparté sur deux choses. Je vais passer très très rapidement dessus parce que c'est important de savoir ça. C'est pas important de le comprendre, mais c'est important de le savoir. Les conteneurs, toute la philosophie des conteneurs et même le développement des conteneurs est basé sur LXC. LXC, ça veut dire Linux Container, enfin Linux Container. Linux, pardon, Container. C'est quelque chose qui est développé sur Linux. C'est une méthode de Linux. En fait, ça a été développé, il me semble, à partir de 2011, 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, par des ingénieurs de Google, qui vient à créer un conteneur, donc un petit peu comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec des méthodes et des fonctions du noyau Linux. Donc voilà, il faut se dire maintenant que tous les conteneurs, tout ce qu'on a vu avant, c'est basé sur un autre conteneur qui est un conteneur qui va contenir les fonctions du noyau Linux. Voilà. Et qui va contenir des C-groups. Alors des C-groups, ce qu'on appelle des C-groups, c'est des control groups, des groupes de contrôle. Ça va permettre, comme je l'ai écrit ici, d'isoler et de limiter l'utilisation des ressources. Comme je l'ai dit, c'est comparable un petit peu à une VM, mais on ne va pas aller attribuer des ressources. On ne va pas aller virtualiser des ressources, on ne va pas aller créer de la ressource. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dispatcher un petit peu partout. Et ça, c'est les C-groups qui vont permettre de la dispatcher. Qui vont permettre de dispatcher toutes les ressources. Et d'isoler en fait chaque ressource pour chaque application. Et les C-groups permettent aussi de faire des namespaces. Alors les namespaces, c'est exactement comme en C#, pour ceux qui ont fait du C#. Ça va juste être un groupe de nommage. Donc toutes les applications, ou plutôt tous les conteneurs qui sont dans un espace de nommage, qui sont dans un groupe de nommage, un namespace, ne vont voir que ce qu'il y a dans ce namespace-là et rien de l'extérieur. Et inversement, quelqu'un de l'extérieur ne va pas pouvoir voir ce qu'il y a dans le namespace. Donc en gros, voilà, ça va être quelque chose qui va être très 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 utilisé. Donc voilà, il faut juste retenir que les conteneurs, c'est basé sur ça. Ça va être important pour plus tard, surtout pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec Docker. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer vraiment dans le but de ce cours, c'est qu'est-ce que Docker et pourquoi utiliser Docker et comment l'utiliser. Alors, là j'ai pris la définition qu'il y avait sur le site de Docker directement. Docker is an open platform for developing, shipping and running applications. Donc, on va le traduire, Docker est une plateforme ouverte pour développer, livrer et lancer, exécuter des applications. Voilà. On va détailler tout ça. Mais déjà, petit historique. Aussi, encore une fois, pour comprendre d'où ça vient, comment c'est fait. Ça a été développé par Solomon Hykes, qui est un gars qui a fait Epitech, voilà, juste pour l'histoire, et qui s'est barré à la Silicon Valley. C'est sous licence Apache 2, donc c'est libre de droit. Il y a aussi une licence propriétaire avec des fonctionnalités, surtout pour les entreprises qui veulent du support et qui veulent des gros trucs. On va voir après avec Docker Hub. C'est écrit en Go, très intéressant. C'est écrit en Go, voilà, j'aime bien. Distribué depuis 2013, ça a été développé un petit peu avant, mais c'est distribué depuis 2013. À la base, uniquement compatible pour les OS avec un noyau Linux. Comme je l'ai dit, c'est basé sur LXC, donc uniquement avec un noyau Linux, mais tend à être utilisable sur Windows, Mac et même BSD. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui on arrive à l'utiliser avec Mac, alors que c'est basé sur quelque chose développé par et sur Linux. Voilà. J'ai une question. Ouais. Enfin, je viens d'arriver tout, mais BSD, qu'est-ce que c'est? Alors BSD, Barclay System Distribution, je crois. Il me semble, Barclay System Distribution. C'est un système d'exploitation qui a été développé à l'université de Berkeley, qui est différent des GNU Linux, qui est différent de Windows, qui est différent de Mac. Il y a un système d'exploitation BSD qui est très très utilisé. Je vais essayer d'aller sur internet. Là, normalement, je crois que vous voyez mon écran. C'est FreeBSD. En fait, FreeBSD, c'est vraiment un système d'exploitation qui est très utilisé par des puristes geeks qui aiment le libre de ouf. Ah ouais, je suis en train de voir je viens de voir ton image.
Thomas. Et ouais, c'est tout à fait ça. Alors j'ai une image qui est similaire après, vous allez voir. Et je vais te montrer FreeBSD. Hop. D'ailleurs, Ouais. Amine, je sais pas si t'as vu, mais DuckDuckGo, ils ont eu des. Ça a été prouvé qu'ils stockaient des informations sur la navigation de leurs clients, etc., etc. Ah ouais, je savais pas. Je veux bien que tu m'envoies un lien après. Ouais, ben je veux bien que tu m'envoies un lien. Ouais, enfin bref. Du coup, BSD, ouais, voilà. Si tu veux des informations sur BSD, je te laisse aller là. Ici, et tu verras. Euh, Voilà, l'université de Californie, Berkeley, tout ça. Enfin bref, c'est pas. En gros, voilà, c'est un autre système d'exploitation qui est très peu utilisé, sauf par certains gros puristes. Voilà. Mais ça fonctionne Mais je crois que super bien, c'est FreeBSD, gratuit. je crois que c'est aussi utilisé pour faire tourner les PFSense. Ouais, c'est totalement possible, hein. Il y a plein de trucs qui Les tournent avec PFSense, ça BSD, tourne hein. Il y a plein, sous du vraiment plein de trucs. FreeBSD, je crois. Euh, ouais, il y a plein de trucs qui tournent sur D'ailleurs, BSD. Joseph, l'article sur DuckDuckGo, ça m'intéresse aussi, si ça te dérange pas. Si tu peux en l'envoyer après aussi. Ok. Bah du coup, voilà, on va continuer. Juste, Joseph, t'as pu suivre ce que je disais avant sur les conteneurs ou pas? Moi, je suis arrivé au slide 7, mais je suis arrivé aux avantages inconvénients, mais t'inquiète, c'est bon, y a pas de souci, Ok, y a pas de souci. nickel. Ouais, ben voilà, j'ai pas trop pas plus dans les détails que ça alors. Voilà, donc ça c'était pour l'historique. Je pense que c'est important de retenir ça, déjà que c'est écrit en Go, que c'est sous licence libre, que c'est basé sur LXC, et que ça je l'ai pas dit, mais c'est développé et maintenu par Docker et compagnie. Donc c'est l'équipe de développement de Docker, et ils sont un petit peu, comment dire, c'est des libristes, hein, mais ils sont un petit peu, ouais, on essaye de faire un petit peu d'argent, et vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités qui changent, justement à cause ou grâce, ou plutôt la raison, c'est les changements de politique de la Docker Company. Bref, voilà. Alors maintenant, le principe de Docker. Comme je l'ai dit, un Docker nécessite des fonctions de l'OS. Euh, ma phrase, elle est mal écrite, mais en gros, juste ce qu'il faut retenir, c'est un conteneur nécessite des fonctions de l'OS, mais ne va pas tourner sur l'OS. Par exemple, les fonctions réseau. Donc, il y a plein de conteneurs, par exemple, un conteneur pour un serveur web, on va pouvoir avoir un serveur web sur un conteneur, et ben, il va faire des fonctions réseau, et ces fonctions réseau-là, ben, il va aller les récupérer sur l'OS. Et les fonctions réseau, notamment l'implémentation des protocoles TCP/IP par exemple, c'est dans le noyau Linux directement. Et donc, le conteneur va aller récupérer des implémentations des protocoles réseau directement sur le noyau. C'est pas vraiment le conteneur qui va faire ça. Ça va être le moteur de conteneur. Voilà, c'est ce que j'ai écrit en dessous. Ça va être le moteur de conteneur qui va aller fournir ces fonctions-là au conteneur. Donc, Docker, ça contient un moteur de conteneur, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qu'un moteur de conteneur, hein. Il y a une API, un CLI, des plugins et compagnie, mais voilà, bref, ça contient un moteur de conteneur, et ce moteur permet de distribuer des conteneurs, orchestrer des conteneurs, initialiser et gérer des volumes. Vous allez voir un petit peu à quoi ça consiste juste après. Maintenant qu'on a compris le principe, déjà, est-ce que vous avez compris le principe de Docker du coup? Oui. Ouais, ok, ça va vraiment juste être un gestionnaire de. Ouais, en gros, un gestionnaire de conteneurs qui va fournir les informations conteneurs. Là, on a l'équivalent comment on appelle ça, de l'image que Thomas avait présentée ici. Voilà, mais ça, je l'ai récupéré clairement sur le site Docker, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Du coup, la différence entre les applications conteneurisées et les machines virtuelles. Avant, ce qu'on avait, c'est que dans la plupart des entreprises, ce qui se passait, c'est qu'on avait voilà, une infrastructure, une stack de machines physiques. Sur celle-ci, enfin, là, c'était vraiment des serveurs, quoi, hein. Sur celle-ci, on avait un hyperviseur qui allait installer plein de systèmes d'exploitation, donc plein de machines virtuelles. Et chaque machine virtuelle allait contenir une application. En gros, vous avez un site internet. Ça veut dire que pour ce site internet-là, il y a une machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, il y a voilà, il y aura le WordPress avec la base de données.
Ensuite, il y aura une autre machine virtuelle avec le serveur web. Ensuite, il y aura une autre machine virtuelle avec une autre application, etc., etc. Donc là, on est vraiment en train d'empiler plein de machines virtuelles. Et donc, plein de machines virtuelles, ça veut dire aussi plein de systèmes d'exploitation. Donc, à chaque fois qu'on veut lancer une application, on va être dépendant du système d'exploitation sur lequel elle est installée. Là, il y a plusieurs problèmes avec ça. Mettre l'application à jour, ben, il faut Est-ce que que, l'application, est-ce que, les paquets. Pardon. est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain avantage de ça? Enfin, je suis pas du tout en train d'essayer de démonter le truc, mais parfois, avoir des OS séparés, ça peut quand même te permettre un certain cloisonnement en matière de sécurité et tout ça. Parce que du coup, pour Docker, tu partages le même OS, donc j'imagine que si tu as potentiellement une faille dans l'OS, ben, d'une application à l'autre, tu es un peu plus, comment dire, un peu plus light, non? Ouais, c'est ce que je disais ici. La slide 7, justement, avec le plus perméable. Mais en fait, en pratique, on se rend compte que non. Tu vois, en pratique, on se rend compte que c'est pas plus sécurisé comme ça que comme ça. Ça revient un petit peu au même, en fait. Je pense que le problème, c'est pas au niveau de la sécurité, mais le problème, ça va être au niveau de la disponibilité des images pour certaines architectures. Parce que, admettons maintenant, tu as une application qui va fonctionner sur une architecture genre ARM, et une application qui va fonctionner sur processeur 32 bits, une application qui va fonctionner sur, du, euh, du 64 bits. Euh, Si tu as un processeur 64 bits, ben, tu vas réussir à avoir tes applications en 32. Et en fait, faire ça, une topologie comme ça, c'est un peu mieux parce que tu vas pouvoir installer des machines virtuelles avec des composants que tu vas pouvoir choisir. Et des architectures physiques que tu vas pouvoir choisir. Des architectures CPU que tu vas Ouais, pouvoir genre, choisir. c'est plus précis, mais c'est beaucoup plus gourmand, quoi. C'est ça. Mais à part dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'avantages. Et c'est vraiment, vraiment parce qu'il n'y a pas trop d'avantages que en ce moment, euh, pratiquement 80... ah non, je vais pas sortir de chiffres comme ça parce que je suis pas un politicien sur CNews. Mais attendez, on m'appelle, je crois, pour aller manger. Je vais leur dire que je suis occupé. J'arrive tout de suite. Je suis occupé, je suis en train de faire cours. Ouais, désolé, on m'a appelé pour aller manger. Vous êtes toujours là? Ouais, ouais. Ouais, ok, nickel. Ouais, ouais. Du coup, j'en étais où? Ouais, je disais que si c'est enfin, si c'est pas des applications qui nécessitent une architecture particulière, ce qui est un cas très très rare, euh, on ne va pas trop utiliser ça. Et c'est la raison pour laquelle l'écrasante majorité des entreprises aujourd'hui se dirigent vers ça, vers Docker. Ça devient vraiment un standard. Salut Benjamin. J'espère que tu vas bien, Benjamin. Tu nous prends en cours de route, mais ça fait plaisir de te voir. C'est la raison pour laquelle les entreprises se dirigent toutes vers ça. Aujourd'hui, ce système-là, ces infrastructures-là ne tiennent plus la route. On va utiliser beaucoup trop de ressources, on va utiliser beaucoup trop de complications pour quelque chose qui pourrait fonctionner comme ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'on va utiliser une machine virtuelle avec une application à l'intérieur, c'est pour des choses qui n'ont pas forcément besoin d'une telle complexité. Tu vois, là, je donnais l'exemple d'un site internet WordPress. Ben, pour un site internet WordPress, c'est quand même super lourd de devoir installer une machine virtuelle avec un système d'exploitation, je sais pas, que ce soit même si c'est un Ubuntu serveur ou un Debian serveur, ben voilà, c'est quand même super lourd juste pour lancer WordPress, quoi. Alors que là, ben, ça va tourner sur un seul moteur de conteneur. Un autre inconvénient, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins portable. Tu vois, tu as une machine virtuelle, tu as des applications sur une machine virtuelle,
Ben maintenant tu changes d'écosystème dans ton entreprise, tu vois, on va dire tu vas changer de serveur, ben tu vas peut-être pas pouvoir réutiliser la même machine virtuelle, tu vois. Donc c'est encore un autre inconvénient. Et c'est la raison, comme je disais, pour laquelle on se dirige surtout vers ce type de topologie. Donc on aura pareil, hein, l'infrastructure. Sur cette infrastructure, on va avoir un système d'exploitation. Ben, là, le système d'exploitation, ça va être votre ordinateur. Clairement, lorsqu'on va manipuler, le système d'exploitation, ça va être votre ordinateur. Dessus, on va installer Docker. Et sur Docker, on va aller lui agrémenter, enfin, on va aller l'agrémenter de différentes applications qui vont être chacune, qui vont correspondre à un conteneur. Voilà. Donc, j'ai encore mis Enfin, j'ai mis Ah, j'ai écrit ici une phrase. Docker est un contrôleur. Ouais, Docker va permettre de contrôler, en gros. C'est le terme que j'ai récupéré du SDN, c'est que Docker, ça va être le contrôleur, en fait. Voilà. Et, du coup, j'ai une question pour à la slide d'avant là. Du coup, les conteneurs, ils peuvent discuter entre eux. Enfin, ils peuvent Ouais, s'échanger des données ou pas du tout? totalement, on va le voir. On va voir tout ça, ouais. Les conteneurs peuvent s'échanger des données. Mais ici, les machines virtuelles aussi peuvent s'échanger des données. Je crois que je Ouais, l'ai ouais. écrit avant. Attends. Euh, je sais plus où je l'ai écrit. Ah non, je l'ai pas écrit, mais je crois que je l'ai écrit après. Mais en gros, pour communiquer, les machines virtuelles vont avoir enfin des ports virtuels, mais qui vont correspondre comme si c'était une vraie machine à des ports physiques. Donc en gros, ici dans ton système d'exploitation, enfin dans ta machine virtuelle, tu vas voir le port ETH0, ETH1 et compagnie, avec des adresses, voilà, des adresses virtuelles quoi. Et en fait, avec les conteneurs, ça va être pratiquement pareil. Et c'est Docker qui va permettre à ces applications de communiquer. Donc Docker, comme je l'ai dit, ça va fournir un environnement d'exécution, ça va fournir un système de fichiers, et ça va fournir aussi des interfaces réseau. Je ne l'ai pas écrit avant, mais ça fournit aussi des interfaces réseau. Je vais en parler après. Je crois que ça apparaît ici. Voilà, ouais. On voit ici que ça fournit des volumes, donc des systèmes de fichiers, et ça fournit aussi du networking. Donc pouvoir communiquer, enfin que les conteneurs puissent communiquer les uns avec les autres. Voilà. Ça répond à la question? Ouais, totalement. Ok. Merci. Donc un des avantages de Docker, c'est la scalabilité. C'est un gros gros avantage, mais il n'y a pas que ça. Enfin voilà. Mais voilà, la scalabilité, lorsque on a Docker, ça se met très très rapidement, très très facilement à l'échelle. Je, je vous montrerai tout à la fin comment on fait. Un autre avantage, c'est l'accessibilité. Euh, c'est super facile Docker. Vous allez voir, hein, ça va vraiment être facile. Encore un avantage, la portabilité. On va pouvoir rajouter des conteneurs à chaud ou à froid. On va pouvoir prendre un conteneur qu'on avait chez moi, le donner à Joseph ou à Thomas, ça va fonctionner exactement pareil. Il y a une seule condition, c'est que vous ayez installé Docker sur votre machine, et après ça fonctionnera pareil. Voilà. Vous allez pouvoir simuler des environnements différents. Donc voilà, Docker a ces avantages-là. J'ai pas mis d'inconvénients, j'aurais pu en mettre. Là, comme ça, j'ai pas vraiment d'inconvénients qui me pop à l'esprit. Si j'en ai, j'hésiterai pas à vous les partager. Alors, maintenant, on passe sur les choses sérieuses. Comme je l'ai dit, Docker, c'est basé sur les LXC. Du coup, je vous conseillerais à 1 milliard de pourcents de partir sur GNU Linux. Si vous êtes sur GNU Linux en ce moment, si vous êtes sur n'importe quelle distribution Linux, c'est ce qu'il faut. Il faut partir sur Linux. Là, on va l'installer. Donc, vous êtes sur Linux tous les trois ou tous les quatre ou sur Windows? Moi, Moi, j'ai Linux. moi, je pourrais pas installer et tout parce que je suis en partage de co et c'est assez limité et tout, donc j'ai pas envie de, de taper des installs et tout, ça va être compliqué. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En gros, j'ai moi je l'ai déjà installé donc je pourrais pas vous le montrer, mais j'ai les commandes qui sont là donc ça ira. Je vois du Windows et j'ai vu du Linux.
Alors, déjà, je vais commencer avec Linux, hein, Getting Started, vous allez sur le docs.docker.com et vous allez trouver ça. Eux, ils conseillent d'installer depuis les dépôts Docker. Moi, je vous déconseille. Vous pouvez installer depuis les sources, compiler vous-même à la main. Je vous déconseille aussi. Vous pouvez télécharger des points .deb, des points .rpm, .tar. Je vous déconseille. Ce que je vous conseille, et tout le monde vous conseillera pareil dans les forums de vos distributions, c'est d'installer depuis les dépôts de la distribution. Donc on va voir comment faire. Super simple, super simple. Vous êtes sur Fedora, DNF install Docker, Ubuntu Debian, apt install Docker, Arch Linux, Manjaro et les dérivés, Pacman Docker. Voilà, donc en vrai je peux le faire, hein. Je suis là, point où j'en suis. Hop, sudo pacman s. T'es sous Windows là, ami? Non, je suis sur Linux. Putain, ça ressemble de ouf à Windows. Ah oui, bah oui. Regarde, j'ai même mon machin, lui démarrer et tout là. C'est KDE ça. Comme quoi, personne n'est parfait. Hein. Mais en vrai, je suis parti sur KDE juste parce que c'est plus simple de faire les partages d'écran avec KDE. Parce que sinon, d'habitude, j'utilise i3, mais enfin bref. Donc en gros, voilà, ça s'appelle KDE, tu pourras regarder. Mais là, je suis sur Arch Linux, du coup. Voilà. Je fais ça. On va juste pour voir la taille du téléchargement. Non, moi, il est déjà installé, donc voilà. Ah, mais vu que je suis en screen share, pareil, ça va être long. Voilà, c'est 220 MO quand même. Ouais, donc c'est pas léger. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Mais voilà. Non, j'ai que un dual boot, Thomas. Euh, je disais i3, mais i3 il est installé sur ma Arch Linux. Donc j'ai juste à me déconnecter, me reconnecter et je passe sur i3 quoi. C'est pas un dual boot. Bref, une fois que vous avez installé Docker pour ceux qui sont sur Linux, ben, vous pouvez activer et lancer le service. Donc toujours pareil, hein, sudo systemctl enable docker si vous utilisez systemd. Sinon, je pense que vous savez très bien comment faire, un service, start, tout ça. Alors, C'est quoi la différence entre lancer et activer et lancer? de quoi? La différence entre activer et lancer et seulement le lancer. Ça l'active, ça veut dire qu'il va toujours être activé. C'est activé au démarrage, quoi, tu vois, en gros. Ah oui, ça fait un démon, ça crée un démon. C'est ça. Ouais, mais là, de toute façon, là, les deux, ça va créer un démon, quoi. Mais en gros, quand tu fais avec enable, il va être activé au démarrage, quoi. Et quand tu le lances, c'est juste start. En gros, moi je crois que d'ailleurs qu'il est même pas lancé. Donc si je fais systemctl status docker, hop, hop, il n'y a rien du tout. Ouais, voilà, moi il est pas lancé. Donc il est disabled. En gros, il y a écrit ici disabled. Donc je vais le lancer tout de suite. Sudo system. Je préfère le faire à la main. En fait, c'est un petit peu mieux de le faire en start comme ça. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de Docker qui est tout le temps ouvert, qui est en écoute sur certains ports et tout. C'est un peu plus propre, quoi. Ah, bref, là il se lance, je laisse se lancer, on verra ça après. Une fois que c'est installé chez vous, vous faites la commande sudo docker info et normalement vous devriez, je vais le faire tout de suite, sudo docker info, hop, vous devriez avoir la version, tout ça, et une petite page qui vous dit que tout est bien. D'ailleurs c'est un petit peu long, voilà, bon, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc là, on voit tout. On voit que j'ai un conteneur, j'ai plein d'informations sur Docker. On voit que je suis sur Linux, 4 CPU, 16 Go de RAM, enfin bref. Donc on voit plein de choses. Et là, maintenant que j'ai ça, je sais que du coup, Docker est bien installé, il peut se lancer, il fonctionne. Voilà. Je sais pas si vous le faites en même temps. Moi, je vous conseille de le faire en même temps. Et si vous avez des problèmes, vous me dites. Je le ferai juste pas en même temps. Moi, je suis occupé sur d'autres trucs, désolé. Ok, pas de souci.
Bah, bref, ben, je passe du coup, hein, si vous faites pas, vous avez les informations, après vous faites vous voulez. Vous n'hésitez pas, hein, si vous le faites plus De toute tard, manière, vous n'arrivez pas, vous me... t'enregistres ou pas? Ouais, je suis en train d'enregistrer là. Ok, ça refait. Ouais. Alors, On peut vous envoyer un mail si jamais on a des questions plus tard. ouais, vous pouvez m'envoyer un mail, pareil, hein, vous inquiétez pas, je vous donnerai le document, les documents ils seront autorisés pour le DS. Et je vous ferai un petit projet, je vous enverrai l'énoncé du projet, vous inquiétez pas. Faudra le faire en binôme, Merci. Merci. t'inquiète pas. Bref, du coup, ouais, Mac et Windows. Parce que maintenant qu'on a vu pour Linux, on va voir pour Mac et Windows. Alors, comme je l'ai dit, c'est basé sur une LXC. Donc, c'est pas possible nativement sur Windows et Mac. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Il n'y a pas LXC, il n'y a pas Linux sur Windows et sur Mac. Donc, il y a quand même des gens qui utilisent Windows et Mac, et c'est quand même beaucoup de personnes, malheureusement. Et du coup, ben, Docker Inc., ils ont développé un truc pour que Docker fonctionne sur Windows. Ça s'appelle Docker Desktop, tu vois. Le moteur Docker, donc Docker Engine, n'existe pas tout seul sur les plateformes. C'est Docker Desktop. En fait, c'est quoi? C'est une VM Linux. Donc en fait, lorsque tu veux utiliser Docker sur Windows, bah, il va t'installer une distribution Linux, quoi. Donc c'est une VM Linux qui va contenir tous les composants de Docker avec une interface graphique pour gérer les conteneurs. En gros, ça va contenir Docker Engine, le CLI, le Compose, Notary Kubernetes et Credential Helper. Pourquoi il y a tout ça à l'intérieur alors que nous, pour l'instant, on n'a besoin que de Docker Engine, CLI, Docker Compose? Ben parce que c'est beaucoup plus compliqué de réinstaller Kubernetes, Notary après. Donc voilà, enfin bref. Je l'ai écrit ici, dans la réalité, personne n'utilise ça. Il n'y a aucune raison pour laquelle on utilise Docker sur Windows. Aucune, vraiment aucune. Je ne sais même pas pourquoi ça existe. Surtout que Docker va être utilisé sur des serveurs et que plus de... Je sais plus c'était combien, mais l'écrasante majorité des serveurs sur Internet, c'est des serveurs qui sont sur GNU Linux. Bref. Donc sur Windows, voilà, vous allez dessus, vous pouvez voir ce qu'il faut pour installer. J'ai mis les deux liens là, vous verrez. Et vous verrez que System Requirements, il y a quand même 4 Go de RAM, un processeur 64 bits, la virtualisation dans le BIOS qui est réglée sur possible. Pourquoi? Ben parce que vraiment vous allez avoir une machine virtuelle, quoi. Et donc ça perd tout son intérêt. Pourquoi installer Docker si Docker c'est pour ne pas avoir de machine virtuelle? Tu vois, c'est totalement débile en fait. Pourquoi installer Docker qui va te nécessiter 4 Go de RAM alors que le but de Docker c'est de pouvoir fonctionner sur des trucs qui n'ont pas forcément 4 Go de RAM? Tu vois, donc c'est totalement bête. Donc vraiment il n'y a aucune raison de le faire. Mais pour la démo, voilà, ça fonctionnera. Par rapport à une machine virtuelle complète, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Justement, Docker c'est vraiment fait pour se passer de machine virtuelle, hein. C'est pas plus léger qu'une machine virtuelle au final? Un conteneur? Ouais. Ben, c'est ce que je disais, mais t'étais pas encore là. Vous allez le Ah voir, hein, bon. je vais vous montrer, hein. Mais voilà, c'est beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle, beaucoup moins gourmand qu'une machine virtuelle, plus Ah oui, rapide. quand même. Donc vous allez voir, hein, je crois qu'on gagne un facteur 10, il me semble. Donc un facteur 10 en volume, c'est pas négligeable. Oui, parce que moi, pour mon stage, on m'a donné une machine pour travailler à distance. Et bah, tout simplement, je peux pas installer de dépendance Python parce que bah, il y a des droits qui sont assez pénibles. Et donc, pour contourner ça, on a justement un conteneur Docker sur Ouais, lequel on a des Python. Et donc, en fait, de base, on est sous Windows et on utilise Docker, du coup, j'imagine, pour éviter d'utiliser une VM qui serait plus lourde à exécuter et plus pénible. mais c'est exactement ça. Ben, d'ailleurs, je crois que pour Python, il me semble que un des exemples qui arrive à la fin, c'est cet exemple-là. Mais vraiment, parce que là, c'est ce que je disais au tout début, le conteneur, tu vas prendre uniquement les dépendances et les librairies utiles. Donc, tu vas rien installer sur la machine haute,
Il n'y a aucune librairie qui va être installée dans les dossiers de la machine hôte, mais toutes ces librairies-là seront disponibles sur le moteur Docker, sur le moteur de conteneur. Du coup, bah, c'est bénéf sur tous les plans, quoi. Ça va être plus léger et ça va être plus rapide. Donc il y a vraiment que des avantages à utiliser Docker pour le coup. Vraiment, les machines Et virtuelles, c'est totalement évité. Enfin, moi, comme je l'ai écrit ici, ça perd tout son intérêt si tu passes par une machine virtuelle pour aller passer sur Docker, quoi. Mais d'un point de vue réseau également, il y a en fait, le problème avec nos dépendances Python, c'est que on n'a pas les droits au niveau du proxy, il me semble, de l'entreprise, parce qu'on passe par un VPN. Ouais. Et donc on est bloqué au niveau d'un proxy. Et la machine, la machine virtuelle générée par Docker, je peux dire ça, ouais. Elle Conteneur, je permet veux dire. de contourner ça. Oui, pardon, le conteneur. Le conteneur permet de contourner ce problème de réseau également. C'est pas étonnant, c'est vraiment une pratique qu'on a très régulièrement avec Docker, quoi. Ok, ouais, donc conclusion, n'installez pas, n'utilisez pas Docker sur sur Windows ou sur Mac, ça n'a aucun sens. Voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans la pratique avec déployer un conteneur. Je crois d'ailleurs que dans mon sommaire c'était pas là, mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Alors, Docker fournit une interface console qui va permettre de gérer les conteneurs et les images. Cette interface est utilisable avec la commande Docker, tout simplement. Alors là, je parle d'image et je parle de conteneur. Je vais quand même redéfinir juste ce que c'est qu'une image parce que j'ai pas utilisé ce mot-là avant. Donc, an image is a read-only template with instruction for creating a Docker container. En gros, une image, c'est juste un template avec des instructions pour créer un conteneur Docker. Et un conteneur, c'est juste une instance d'une image. Voilà. Maintenant, on va déployer un conteneur. Alors, j'ai fait des captures d'écran, je pourrais le refaire maintenant. J'ai fait la commande sudo docker run hello world. Une fois que j'ai installé Docker et que Docker Info fonctionne, je vais pouvoir faire la commande sudo docker run hello world. Donc là, voilà le résultat mince. Voilà le résultat de cette commande-là. Je le fais pas parce que il va falloir télécharger une image et tout, et je l'ai déjà fait. Donc voilà. Lorsque je fais ça, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Je crois que j'en parle ici. Ouais, voilà. Il me dit d'abord qu'il n'arrive pas à trouver l'image Hello World Latest. Ensuite, il me dit qu'il est en train de pull quelque chose. Ensuite, il me dit que le pull est bon. Il me dit qu'il a digest, qu'il a téléchargé une nouvelle image. Et il me met un message en dessous, un Hello World. Voilà, en gros, ce qui est en train de se passer. Donc là, on va aller décortiquer un petit peu ça. Là, on a déployé un conteneur Docker. Ça y est, ça prend 5 minutes. Pardon, ça prend même pas 5 minutes, ça prend 2 minutes, juste le temps de télécharger le fichier texte là. Donc quelques secondes. Et voilà, et c'est déployé. Alors, là, on va. Sur cette slide-là, je suis en train de résumer exactement toutes les étapes que Docker va faire lorsque j'écris cette commande sur le CLI. Le client contacte le démon Docker, donc va contacter le démon et il va lui envoyer une requête. La requête, ça va être lance-moi le conteneur qui s'appelle Hello World. Run le conteneur Hello World. Il ne le trouve pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de récupérer une image en local, donc ce qu'on a vu ici, enable to find locally. Donc vu qu'il ne le trouve pas, il va aller récupérer une image quelque part. On sait, pour l'instant, on ne voit pas d'où il la récupère. On voit qu'il est en train de pull quelque chose, mais on ne voit pas où, on ne voit pas comment, on ne sait pas ce qu'il est en train de télécharger, mais il a téléchargé quelque chose. Ensuite, il va attribuer un ID à cette image-là. On voit qu'il a bien digest et tout, qu'il a bien attribué un ID. Il va créer un conteneur avec l'image et il va attribuer un nom au conteneur. Ensuite, le démon va exécuter le conteneur. Donc, il y a vraiment la création d'un conteneur et ensuite l'exécution du conteneur. Et une fois que le conteneur est exécuté, le démon va renvoyer au client, au CLI, le résultat de l'exécution. Là, on va se poser 3 questions. Quel est ce quelque part d'où proviennent les images?
Que deviennent les images et les conteneurs après l'exécution? Et est-ce qu'on va vraiment devoir faire ça pour chaque conteneur? Et c'est pas très pratique. Donc on va voir que non. Voilà. Euh, Ouais, bon, là j'ai juste récupéré sur la doc de Docker directement les... la descriptif de ce qui est fait avec cette commande-là. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il va aussi créer une interface réseau et il va connecter le conteneur à cette interface réseau parce que nous on n'a pas spécifié d'option de nos réseaux, quoi. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question de Thomas tout à l'heure. Ouais, il y a quand même une interface réseau qui est enfin une adresse IP qui est assignée à un conteneur. Voilà, un réseau qui est sur le conteneur pour que les différents conteneurs puissent communiquer entre eux et aussi pour que la machine puisse communiquer avec un conteneur et que l'un conteneur puisse communiquer avec l'extérieur. Voilà, en gros. Du coup, on Encore est un bien autre truc d'accord que j'ai. Ouais, on est bien d'accord que les applications, entre elles, elles ont un réseau local? ouais, Ok, d'accord. ouais, tout à fait. Elles ont un réseau local, elles ont une adresse IP à elles, et l'adresse IP n'est pas fixe. Tu peux la fixer, mais l'adresse IP par défaut n'est pas fixe, elle est dynamique. Ça veut dire que tu vas pouvoir déployer plusieurs fois le même conteneur, et le conteneur va avoir des adresses IP différentes. Mais c'est pas du tout un défaut, parce que lorsque tu vas vouloir récupérer l'adresse IP d'un conteneur, tu vas pas aller chercher dans sa configuration son IP, vu que ça change tout le temps. Ce que tu vas faire, c'est que le CLI te permet d'obtenir directement l'adresse IP. Comment dire, c'est un attribut en gros d'un conteneur. Voilà. Donc ça va être une sorte de variable du conteneur que tu vas pouvoir récupérer. Quelque chose que j'ai pas dit aussi, et qu'on n'en a pas trop besoin, c'est que Docker va allouer un système de fichiers en écriture et en lecture à ce conteneur-là. Donc en gros, ça, c'est ce qui va permettre à un conteneur de stocker des informations. Ça va vraiment être le stockage de l'information. Donc en gros, ça va être monter un volume, comme si c'était une machine virtuelle ou comme si c'était une clé USB par exemple. Tu vas monter un volume qui est sur ta machine, donc un vrai volume qui existe physiquement, tu vas le monter sur le conteneur. Ça veut dire que le conteneur va l'utiliser comme si c'était une clé USB par exemple. Voilà, en gros. Et le conteneur va pouvoir aussi modifier ce système de fichiers là. Pour faire l'analogie avec les machines virtuelles, c'est un petit peu comme quand sur ton VirtualBox, tu partages un dossier entre ta VM et ton hôte, en gros. Voilà. Maintenant, on va voir ce que c'est que Docker Hub et on va voir pourquoi ma commande run hello world a fonctionné. Docker Hub, comme son nom l'indique, c'est un hub, donc c'est une librairie en fait d'images et de conteneurs maintenue et alimentée par Docker Company et par la communauté. Donc en gros, c'est un registre d'images. C'est un registre d'images un petit peu particulier parce qu'il y a plein de possibilités qui sont offertes par Docker Hub. Donc, j'ai mis l'adresse juste ici. Il y a des repositories comme sur GitHub. Il y a des team organizations comme sur Git, toujours comme sur GitHub. Il y a des images officielles d'applications. Donc par exemple, tu cherches une image allez, je sais pas moi, voilà, je vais continuer avec WordPress. Tu cherches une image de WordPress, il y a l'image qui a été publiée par WordPress. Tu peux publier des images et tu peux avoir accès à des gens qui publient des images. Tu as des builds automatiques parce que forcément, les conteneurs, il va falloir les builds, les images, il va falloir les builds, comme c'est l'équivalent des compilations pour Docker. Et tu vas avoir des webhooks, donc les webhooks, encore une fois, comme sur Docker. C'est pour ça que j'ai écrit en gros que c'est un mélange de pip ou npm et de GitHub pour des images Docker. Rien de plus, rien de moins. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en gros, lorsque tu vas dessus, tu vas voir que tu as plein d'applications, plein d'images différentes que tu vas pouvoir récupérer. Là, par exemple, il y a un conteneur pour Postgres, pour MySQL. Tu as des conteneurs pour Nginx. Et si tu descends un petit peu, tu vas trouver un conteneur Debian. Donc un système d'exploitation. Là, c'est un petit peu bizarre. Tu te dis, attends, comment ça un système d'exploitation? Ça veut dire que
si on revient au schéma que j'ai montré tout à l'heure, voilà. Si on est ici, je vais avoir mon infrastructure, mon système d'exploitation, Docker, et là, encore une fois, je vais avoir un système d'exploitation. C'est bizarre, non? Enfin, c'est pas logique. Bah, en fait, comme je le disais tout au début, tu vas avoir un conteneur qui va contenir uniquement les dépendances de l'application. Ça veut dire que tu vas pouvoir avoir un conteneur avec un système d'exploitation, et ce conteneur-là va contenir uniquement ce qui est important pour la distribution. Donc en gros, sur Debian, ben, ça va être des fonctions, des méthodes de Debian. Donc j'ai fait exprès de prendre Debian ici, parce qu'avec Debian c'est très très simple, vous allez vraiment le voir. Donc ouais, tu vas pouvoir récupérer toutes les fonctions de Debian et avoir un conteneur qui va servir que à ça. Et donc maintenant, si tu as une application qui nécessite Debian, tu vas déjà avoir le conteneur Debian. Donc tu vas pouvoir récupérer le conteneur Debian, les informations du conteneur Debian, les méthodes du conteneur Debian, et les utiliser dans un autre conteneur, dans une autre application. Et ça, c'est exactement ce que Benjamin nous disait tout à l'heure avec Python. En gros, il a besoin d'avoir un interpréteur Python, il ne peut pas l'installer. On va télécharger un conteneur Python et on va avoir tout ce que mon ordinateur a besoin pour pouvoir exécuter mes applications Python, quoi. Donc là, je vous ai présenté vite fait le conteneur Debian. Lorsque j'ai cliqué dessus, je suis tombé sur cette commande-là. Vraiment, hein, j'ai trouvé ça dans la doc, j'ai descendu 2-3 coups de molette et je suis tombé sur ça. Et du coup, j'ai lancé ça. Et on va étudier un petit peu cette commande-là. Donc encore une fois, vous voyez sudo docker run. Alors pourquoi sudo? Toujours sudo parce que c'est un démon système, donc il y a vraiment comme je l'ai dit, un système de fichiers en écriture et en lecture, donc ça nécessite d'être en sudo. Ça va toucher les interfaces réseau, donc ça nécessite d'être en sudo. Docker, je ne l'explique pas. Run, encore une fois, pour lancer les conteneurs. Et là, il y a plein d'autres attributs et tout et tout. Donc on va vraiment étudier ça en détail. Mais une fois que j'ai lancé ça, on va d'abord voir le résultat. Voilà ce que j'obtiens. Après l'avoir lancé, vous voyez que j'ai ici, là, dans mon terminal, un root @10-slim et je suis en route à l'intérieur. Donc, déjà, on voit que je suis bien en train d'utiliser bash, ça correspond à bash, et que je suis en train d'utiliser quelque chose en 10-slim. C'est quelque chose qu'on retrouve là. Là, le hash 10-slim, ouais, ça ressemble à ça. Là, ce que j'ai fait, une fois que j'étais sur mon terminal, que j'avais lancé cette commande-là, j'ai fait un cat etc os release. Donc ça me permet de voir quel est le système d'exploitation sur lequel je suis en ce moment. Et la réponse que j'ai eue, c'est que j'étais sur Debian, GNU Linux. C'est bizarre. Moi, je suis pas sur Debian, je suis sur Arch Linux. Et la preuve, c'est qu'à la fin, j'ai fait un exit, logout, et je retourne bien sur mon autre système d'exploitation à moi, mon vrai système d'exploitation, et on voit bien que je suis sur Arch Linux. Donc, j'ai réussi à accéder à un shell Debian, j'ai réussi à accéder à des méthodes de Debian, alors que j'étais sur Linux. Sur Arch Linux, pardon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur Debian. Et là, je vais vous prouver ce que je disais où? Ce que je disais là. Non. Ce que je disais là. Que c'était basé sur le noyau Linux et que, attendez. Voilà. Et que j'allais utiliser les fonctions que je trouve sur l'OS de mon hôte. Là, je vous le prouve avec cette commande. Avec cette commande-là. J'ai fait un cat proc version. Donc ça me permet de voir quel est le noyau utilisé
sur, sur le conteneur sur lequel j'étais, donc sur le Debian. Donc sur Debian, on voit que j'utilise le noyau 5.10.16 Arch 1. Donc ça, c'est le noyau de Arch Linux. Donc on voit que j'ai bien Debian qui tourne et qui va utiliser les fonctions du noyau hôte, en gros. Voilà. Alors que si maintenant je reviens sur... Ah, j'ai vu qu'il y avait une question, quelque chose. Ouais, bon, ça arrive, Thomas. Voilà. Maintenant, si je fais 4 proc, je sais plus c'est quoi. Ouais, version, oui. Voilà, on voit que ben là, sur alors vous voyez peut-être pas, je vais faire comme ça. Voilà. On voit que sur ma machine à moi, j'utilise bien le noyau Linux 5.10.16. Voilà. En gros, je vous ai juste prouvé là que le conteneur va utiliser les fonctions du système d'exploitation, du noyau du système d'exploitation que je suis en train d'utiliser, et en particulier du noyau Linux. Et du coup, c'est quoi la différence avec une machine virtuelle, sachant que tu fais tourner un système d'exploitation sur un conteneur? Alors, va sur ta machine virtuelle, et sur ta machine virtuelle, tu fais un cat etc os release. Pardon, tu fais Ah un oui, cat je vois. proc version. Ben, Hmm. l'OS que tu vas avoir sur ta machine virtuelle, ça va être l'OS de ta machine virtuelle, ça Ouais, va de être le la noyau de machine ta machine virtuelle. virtuelle. Là, il y a une... Je vais revenir sur le schéma là, voilà. Lorsque Hmm. tu es ici, tu es dans ce conteneur-là, et que tu as envie d'afficher le noyau utilisé par cette application-là, il va t'afficher le noyau de ça, directement, de Lost, en gros. Et ce noyau, ces fonctions qui sont dans ce noyau, elles passent de là à là grâce au moteur Docker. Voilà. Alors que maintenant, tu es ici. Lorsque tu es ici, tu vas avoir dans ta machine virtuelle une application, encore une autre application, enfin dans toutes tes machines virtuelles. Et en gros, chaque application, lorsque tu vas lui demander son noyau à elle, elle va te dire, ben c'est celui-là. Donc c'est comment dire, le, le noyau, plutôt les fonctions du noyau de la machine virtuelle. Il va pas te récupérer le noyau de l'hyperviseur. Donc en gros, ce qu'il faut considérer, c'est que ici, à droite, dans le schéma à droite et dans le schéma à gauche, l'hyperviseur et l'hôte, ça va être la même machine. En gros, moi, mon ordinateur, ça va être un hyperviseur. C'est sur mon ordinateur que je vais installer plusieurs machines virtuelles. Donc en gros, si je devais adapter ces deux topologies-là avec mon ordinateur à moi, ben ça serait mon ordinateur, ça serait mon ordinateur. Là, ici, enfin plutôt mon système d'exploitation, voilà, je vais revenir, ça serait mon Arch Linux, ça serait mon Arch Linux. Mon application va utiliser les fonctions de Arch Linux. Mais ici, mon application ne pourra jamais utiliser les fonctions de Arch Linux. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, ok, Voilà. je vois. En gros, si je veux utiliser des fonctions de Arch Linux dans cette machine virtuelle-là, enfin plutôt dans cette application-là, il va falloir que ici, en guest, j'installe Arch Linux. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est par exemple ici une machine virtuelle Windows. Et dans ce cas-là, si je fais une machine virtuelle Windows, je peux même plus utiliser Docker. Pourquoi je peux plus utiliser Docker? Parce que je peux plus retourner au. Enfin, je n'ai plus accès à des fonctionnalités du noyau Linux. Ici, je peux installer BSD, enfin une BSD, une FreeBSD. Ici, je peux installer Mac. Et donc, l'application, ça va être une application qui va ne fonctionner que sur Mac. Donc, en gros, ici, j'ai dit que j'ai installé Windows, ça va être des points exe. Ici, j'ai dit que j'ai installé une BSD, donc ça va être des binaires ou des targx compilés, targs compilés. Et ici, j'ai dit que j'ai installé Mac, donc là, ça va être des points app ou des points DMG ou je sais plus c'est quoi sur Mac. Voilà.
J'en étais là. Voilà. Donc on voit que sur mon conteneur, j'utilise bien les fonctionnalités du noyau. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert à obtenir les outils de Debian, en gros, ou de Python pour Benjamin. Donc en gros, j'imagine que lorsque tu veux, tu me dis si je me trompe, Ben, mais lorsque tu veux déployer, enfin plutôt lancer ton application Python, tu dois te connecter au conteneur et ce conteneur-là a un volume dans lequel tu vas mettre tes scripts Python et tu vas pouvoir les exécuter dans le conteneur. C'est comme ça que ça marche chez vous? Ouais. Ouais, voilà, c'est exactement comme ça qu'on fait. On peut faire ça, mais on peut faire beaucoup d'autres choses, hein. Là, c'est vraiment un exemple particulier. Voilà. En fait, vraiment, je sais pas si tu te rappelles du notebook Jupyter. Ouais, bien sûr. Et donc, je travaille à distance sur un notebook Jupyter. Enfin, à distance. C'est en local au final. Ouais, En gros, je suis depuis mon navigateur Internet sur ma machine qui se connecte au conteneur à ok, travers une IP. ok, d'accord. Ouais, ok, je vois très très bien. Et donc là, ce que tu es en train de dire, c'est aussi que ben, le conteneur a une adresse IP et Ouais. que tu te connectes à ce conteneur sur cette adresse IP-là. Ouais, tout à fait. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et tu vas pouvoir avoir dans ton conteneur toutes les fonctionnalités du système que tu as besoin. Là, en gros, ce que je suis en train de montrer, c'est que ben, moi, j'avais besoin de APT. Donc là, ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite depuis mon terminal, hein. Là, j'ai APT. Donc en gros, on voit que il est bien disponible. Alors, j'ai APT parce que je sais que APT est sur Debian. Mais moi, si je fais APT ici, sur Archinux, il ne le reconnaît pas. Il me dit correct to gapt. Bah, non, il ne reconnaît pas ça. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? Alors, je vous ai juste fait une petite capture d'écran. Ça, la capture d'écran là, je l'ai faite sur le site officiel de Debian. C'est l'ISO d'installation de Debian 10.8. Donc pareil, Debian 6. Buster, pardon. Il me semble que c'est Buster. Ouais, c'est Buster, je crois. Enfin bref. On voit que juste l'ISO de netinstall, ça veut dire que c'est même pas une install complète, c'est la netinstall. L'ISO pèse 336 mégas. L'image Docker que j'ai pèse 69 mégas. Donc là, je vais avoir toutes les fonctionnalités de Debian que j'ai besoin sur 69 mégas. Et je ne vous mens pas. Lorsque j'ai fait le Docker Run, chez moi, ça a pris, allez, peut-être une minute. Et ce qui a pris le plus de temps, c'était le pull. Donc c'était le téléchargement des 69 mégas. Nice. Pour ceux qui ont la ref. Bref. Nice. Nice. Non. Bref. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise connexion et que pour moi, télécharger 69 mégas, c'est beaucoup. Voilà. Mais en gros, là, avec 69 mégas, j'avais toutes les fonctionnalités que j'ai besoin de Debian. Voilà. Maintenant que j'ai présenté un des avantages au niveau du temps. Ah oui, j'ai oublié aussi de dire euh, démarrer un système d'exploitation, c'est lent. C'est très long. Tu as comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Comme système D. C'est quoi encore système D? C'est un système d'initialisation de service. Un gestionnaire d'initialisation de service. C'est long à démarrer. C'est très très long. Là, avec Docker, ben, il va déjà utiliser ce qui est présent sur ma machine à moi, et donc ben, ça va être très rapide. Et en fait, à l'exécution, c'est très 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 rapide. C'est vraiment, tu gagnes un facteur 10, même plus, en durée de mise en service et de mise en production. Donc c'est pas du tout négligeable. Voilà, maintenant on va voir différentes commandes Docker. Alors, comme je l'ai dit, le Docker Engine est fourni avec le CLI, donc c'est juste euh, une, et une API de haut niveau pour l'utiliser. Donc voilà,
C'est super, super simple, super facile. Et c'est pour ça que l'interface graphique est inutile. Parce que généralement, c'est. Voilà, vous l'avez vu, j'ai écrit Docker. Voilà, sur cette slide, j'ai écrit Docker run hello world et ça fonctionne. Et il n'y a que là où on voit qu'il y a une commande qui est super bizarre. Mais on l'étudiera après et vous allez voir que, en fait, d'une, elle n'est pas bizarre. Deux, il ne faut pas la retenir. Voilà. Voilà, donc... Et surtout, ouais, comme je l'ai écrit ici, n'oublions pas que généralement, le moteur, donc Docker, va tourner sur des serveurs sans interface graphique. Donc, voilà, encore une des raisons pour laquelle on va dire que l'interface graphique est inutile. Généralement, Docker est utilisé sur un serveur distant, auquel on a accès en SSH ou en FTP, mais auquel on n'a pas d'interface graphique dessus. Par exemple, à la junior entreprise, on a un serveur, et ce serveur-là, on y accède en SSH et il y a un moteur Docker dessus. Donc voilà, pas besoin d'interface graphique, c'est très rapide, très simple. On va quand même regarder le manuel Docker et Docker Help parce que je connais pas toutes les commandes par cœur et chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, j'écris Docker Help parce que c'est super pratique. Alors, ça c'est quand vous faites Docker Help, vous allez tomber là-dessus. Donc vous allez avoir les commandes de management. Donc, ouais, on va pas trop parler, mais on voit qu'on peut manager plusieurs choses. On peut gérer plutôt des volumes, des services, des networks, des images, des containers et de la config. Je parlerai plus tard de Swarm et je parlerai plus tard aussi de Node et de Build. Voilà. Parce que ça, on verra ça un peu plus tard. Mais en vrai, vous pouvez très bien utiliser Docker en utilisant juste Docker Image, Docker Container et Docker Volume et Network. Moi, je sais que quand j'étais à la junior entreprise, pendant plus d'un an, j'ai jamais utilisé d'autres commandes que les commandes là. Voilà. Il y a des options, du coup, ça on s'en fout, pas intéressant. Enfin, si, mais pas trop. Docker V pour voir la version, puis voilà, c'est tout. Et il y a les commands. Et ça, par contre, là, on va utiliser plein de trucs. Notamment build pour build une image, attach pour attacher une entrée ou une sortie à un conteneur qui est en train de fonctionner. Il y a diff qui va permettre de voir les modifications sur le volume qui est attribué au conteneur. Il y a info que vous avez vu, image qui va vous permettre de gérer les images. Il y a PS, c'est un petit peu comme sur Linux, du coup ça va lister les images. Il y a kill pour éteindre, pour kill du coup un conteneur. Inspect pour avoir des informations sur un conteneur ou sur une image. Il y a pull pour prendre une image d'un repo. Push pour push une image d'un repo. Rename, restart, RM, voilà, c'est des noms qui sont très compréhensibles. Run, start, stats, top, stop, wait, tout ça c'est hyper intuitif. Vous allez voir que c'est vraiment hyper intuitif. C'est des commandes qui sont très proches d'ailleurs des commandes Unix en général. On va en étudier quelques-unes. Comme j'ai dit ici, en pratique on ne retient pas toutes les commandes. On consulte l'aide et on utilise ce qu'on a besoin. En plus, comme vous voyez, l'aide c'est en anglais, mais c'est hyper compréhensible. Get real-time events from the server. Voilà, on a tout de suite compris ce que ça fait. Image, list images. Voilà. Maintenant, on va voir de plus près quelques commandes particulières et ce qu'on a déjà vu jusqu'à l'instant. Alors, nous, on a vu deux commandes. J'ai fait deux commandes, j'en ai même fait trois parce que j'ai fait un ls. Mais deux commandes, Docker info et Docker run. Et on a vu la succession des tâches qui a été faite lorsque j'ai fait un Docker run.
Donc on a vu que j'ai récupéré une image depuis le Docker Hub. Maintenant on a compris que l'image Hello World venait du Docker Hub. J'ai créé un conteneur et j'ai exécuté une commande dans un conteneur. On va du coup repartir sur la précédente instruction, enfin la précédente commande que j'avais fait tout à l'heure. Et on va vraiment voir un petit peu en détail comment elle fonctionne et ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un Docker Run. Donc comme je l'ai dit, ça va exécuter une commande dans un nouveau conteneur. Il y a --name, donc on comprend très facilement que ça va être le nom que j'attribue au conteneur. Donc sur mon moteur de conteneur, sur mon Docker, si je vais lister les conteneurs après avoir fait cette commande-là, je vais voir apparaître un conteneur qui va s'appeler Debian Buster Slim. Voilà. -h, ça va être le nom d'hôte. Donc on voit ici que c'est 10 slim. Donc ça va être l'hôte en gros que j'ai mis. -e, c'est les variables d'environnement, e comme environnement, donc lang UTF-8, voilà, pas grand chose à dire. IT, ça veut dire récupère l'image et exécute la commande qui a juste après, qui va suivre. Donc I, l'image, c'est celle-ci, donc on va voir juste après comment ça fonctionne. Et T exécute cette commande-là. -bin, -bash. Pardon, /bin, /bash. Ce qui manque sur cette commande-là, pour que vous ayez un exemple totalement complet, c'est les volumes. Donc en gros, je peux faire un -v pour attribuer un volume et un -p pour attribuer des ports. Donc là, j'aurais pu faire par exemple -p 8080 2.80 et j'aurais attribué des ports à mon conteneur. Alors, il est possible simplement de récupérer l'image. Donc pull, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sudo docker pull Debian, donc le nom de l'image, la version de l'image. Voilà. On peut observer les images qu'on a pull en faisant docker image list, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir supprimer une image, ou plutôt là, un conteneur aussi, avec docker image rm plus l'id, en gros, tout simplement. Ou bien rmi comme rm image avec l'id du conteneur. Et voilà, et là on va supprimer l'image. Bon, alors après, vous pouvez vider le cache si vous voulez, vous pouvez supprimer que les images qui ne sont pas dans un conteneur, vous pouvez supprimer tous les conteneurs qui ne sont pas exécutés à telle période, vous pouvez supprimer tous les conteneurs qui ont une version qui est inférieure à la version à la dernière version sortie. Enfin, vous pouvez faire plein de choses, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que vous faites docker image rm et vous allez pouvoir les supprimer. Voilà, en gros. Du coup, on va continuer un tout petit peu avec Docker Compose. Enfin, déjà, jusque-là, est-ce que ça va? Ok, nickel. Vous me dites si je suis trop lent, si je suis trop rapide, si ça va, si ça va pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous voulez arrêter à quelle heure? Pas trop tard non plus, je pense. Il y en a qui bossent déjà. Ouais, on peut peut-être s'arrêter dans quelques minutes et refaire une deuxième séance parce que je t'avoue que j'ai pas encore mangé non plus et tout. Ouais, donc ouais, ça te conseille. vous savez quoi? On arrête là pour l'instant alors. Moi, je vous propose qu'on arrête là. On arrive à Docker Compose et... Ok. En plus, peut-être que d'ici là j'aurai internet et tout. Ouais. Ok, moi, vous savez quoi? Je vais couper... Hop.